Pour cette dernière vague du féminisme, un documentaire réalisé par un homme, ça mérite d'être souligné. Il s'agit de vous, Guillaume Tania, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Mercedes Serra, bienvenue. Vous Bonsoir. êtes fondatrice de l'agence de publicité BETC, présidente exécutive d'Avas Worldwide. Merci d'être avec nous. À ma gauche, Brigitte Gontier-Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine, présidente de la délégation aux droits des femmes. Et enfin, Florence Monreno, bonsoir. Vous êtes historienne, vous avez créé le mouvement des chiennes de garde, également le réseau Zéro Macho contre le système prostitueur. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Le XXe siècle des femmes. Merci d'être là. Alors, Guillaume Tania, d'abord, qu'est-ce qui pousse un réalisateur homme à consacrer 52 minutes aux femmes et en plus au féminisme ? J'en sais rien. En fait, c'est la première étape, ce film, d'un énorme projet, d'un gigantesque projet que nous sommes en train de mener, qui va constituer à créer une galaxie numérique de l'égalité des combats des femmes. Donc c'est un projet à très long terme. Le point de départ, c'est justement, on avait vu des images de Louise Weiss qui faisait des manifestations, des happenings, comme on dit maintenant, en 1934 à 36. Et puis on s'est demandé si les nouvelles féministes, s'il y avait des nouvelles féministes, et si les nouvelles féministes, c'était justement cela le point commun avec celle du MLF, celle avec les suffragistes, et puis on a voulu enquêter là-dessus journalistiquement, et puis au fur et à mesure c'est devenu un documentaire où on s'est posé les questions de savoir s'il y avait une nouvelle vague de féminisme ou si on était toujours sur la vague des années 70. Et alors en quoi votre regard a changé ? Eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas de nouvelle vague, en fait, militante, en sens que il y a la Barbe, en effet, il y a les Femmes, il y a Oser le féminisme, des associations de ce type, mais en fait, c'est plus une écume médiatique, les Femmes encore plus, c'est des saints et du cirque, les Femmes. Et en revanche, on n'a pas l'impression qu'il y a intellectuellement une nouvelle étape au féminisme. Sinon, et ça c'est Mercedes qui le montre avec les réseauteuses dans le documentaire, sinon qu'il y a en effet, dans les entreprises, dans le milieu économique, une place qui essaie de prendre difficilement souvent les femmes dans les entreprises, en créant des réseaux de femmes par rapport au travail. Et elle nous racontait hors micro, hors caméra, les réseauteuses, par exemple, qu'elles avaient fait un jour une réunion toutes entre elles pour discuter de ce qu'elles avaient pu subir comme humiliation. Et c'était terrible, c'était incroyable ce qu'elles nous racontaient avec des choses enfin, moi, je pensais être essentiellement des choses qu'on voyait dans les films. Et elles ont vécu des humiliations. Mais hors caméra, oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec ce terme de troisième vague de féminisme, ce découpage historique, Florence Moreno ? Oh, les vagues, c'est une belle image empruntée à la nature qui montre que, donc, implacablement, une vague succède à l'autre. C'est quand même un petit peu plus construit et culturel que ça n'a rien de naturel. Le féminisme, c'est un mouvement de pensée, c'est un mouvement collectif. Peut-être faudrait commencer par le définir, parce que souvent, comme on l'a vu dans les premières images de ce film, on reçoit des réactions tellement aberrantes. Alors, je vais donner ma définition du féminisme. Un mouvement collectif qui œuvre pour l'égalité des hommes et des femmes en dignité et en droit, et pour que ces droits soient appliqués. C'est l'étape où nous en sommes maintenant, puisque l'égalité en droit est à peu près atteinte en France. Nous sommes ici au Sénat, où les lois sont votées. Maintenant, presque toutes les lois que demandaient les féministes au XIXe siècle ont été votées. Maintenant, nous en avons pour plusieurs siècles afin d'obtenir leur application. C'est ce que nous allons voir. Une réaction. Mercedes Serra ? Non, moi, évidemment, je suis très à l'aise avec votre définition et je ne suis pas une historienne du féminisme. Je sais juste que quand je disais, ou on m'interrogeait en me disant « est-ce que tu es féministe ?» Et d'ailleurs, avec beaucoup de difficultés, on me disait ça parce que déjà, on se disait « oulala » et que je disais bah, « il me semble que oui, ça avait l'air d'être grave ». Donc je pense qu'en France, d'ailleurs, on est assez hypocrite. Et c'est pour ça qu'elles se taisent, elles les cachent. On a une hypocrisie dans la compréhension que oui, il y a encore des soucis d'application. Probablement sont-ils normaux, puisque l'histoire quand même de la domination des femmes est une histoire ancienne, tellement ancienne que on est, pour moi, au tout début. Quand on voit le monde, d'ailleurs, on s'aperçoit à quel point la problématique est puissante et forte. Et je pense que les hommes et les femmes doivent tous se battre pour
le féministe, ils doivent tous être féministes, parce que je n'imagine pas un homme qui dise « je ne veux pas l'égalité ». Donc c'est une chose aussi simple que ça. Et je pense que c'est important de redire aujourd'hui qu'il faut encore et encore un combat féministe. Tant que le monde sera ce qu'il est, on aura toujours besoin d'un combat féministe. Et ceci pour un homme ou pour une femme. Et vous ? Je ne sais pas s'il faut parler de troisième vague. Ce que je sens, moi, dans mes contacts, c'est un grand bouillonnement d'exigences. Et un grand bouillonnement d'exigences qui a besoin de faire convergence et qui a besoin de faire sens. Et c'est peut-être cela, au fond, qui nous manque. Qui va être capable de porter ce beau projet politique, de montrer en quoi, précisément, l'émancipation des femmes, c'est la condition d'émancipation de toute la société. Vous êtes d'accord, oui, avec ça? Pas complètement, parce que moi, je sais que quand Madame la ministre a été élue, la première chose que j'ai faite, c'est aller la voir en lui disant « Vous avez un des ministères les plus importants que vous puissiez imaginer ». Et je le pensais profondément, parce que je pense que quand on modifie cette relation de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, on arrive à des valeurs beaucoup plus intéressantes que les valeurs qui sont celles qui mènent l'économie aujourd'hui, par exemple. Je pense que la mixité, l'égalité, sont des choses extraordinaires pour les valeurs humaines. On arrive à des choses beaucoup plus raisonnables. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des hommes qui se prennent pour des patrons et qui pensent qu'ils n'ont plus rien à faire du réel parce que ce ne sont pas eux qui s'occupent de la vie réelle? Alors moi, je pense qu'un homme qui s'occupe de la vie réelle a plus de chances d'être un grand patron que ceux qui pensent que le monde de l'abstraction ou de la non-réalité est le leur et qu'il y a un monde pour les petites gens, dont les femmes. Et ça, je pense que c'est une grande modification du monde à créer. Alors, quand on regarde ce documentaire, et surtout quand on arrive vers la fin, on se demande, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul féminisme, ou est-ce que justement le féminisme est en train, non pas de se diviser, mais de diversifier sa façon de mener la lutte? C'est une question que vous êtes posée, Guillaume? Oui, c'est une question qu'on s'est posée, mais je préfère que ce soit des femmes. Pour une fois, qu'il y ait un plateau où un homme est tout seul et que ce sont des femmes mais tant que vous êtes avec nous, je vous interroge. Oui, c'est une question qu'on s'est posée, bien sûr. On s'est posé, justement, on s'est posé la question de savoir où ça allait, ce féminisme, parce qu'au départ, nous, on avait l'impression que, justement, la question était plus facile dans les jeunes générations. On s'est rendu compte que nous. Donc, on se rend compte que la question, comme elle a été dit, la question du féminisme, c'est une des questions d'égalité et c'est celle qui permet de faire avancer le plus le progrès social. Donc il y a plusieurs tendances dans le féminisme, comme il y en a toujours eu. D'ailleurs, à l'époque des suffragistes, il y avait des organisations très diverses. À l'époque du MLF, il y avait aussi, pas seulement le MLF, justement. Et dans notre époque, il y a aussi diverses tendances de féministes. Alors, on l'a évoqué rapidement, mais une des nouveaux phénomènes du féminisme aujourd'hui, ce sont les fémènes qui posent question, débat au sein du mouvement, même s'ils restent unis. On va réécouter un extrait de votre documentaire. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume. Merci beaucoup. Leur arme, leur corps. Pas dupes de ce qui intéresse les médias. Si elles prennent la pause, c'est pour faire passer des messages. Je ne dirais pas que les fémènes sont emblématiques parce que ça pourrait donner le sentiment que les fémènes résument à elles seules le féminisme contemporain. En revanche, les fémènes aujourd'hui jouent le rôle de figure de proue. Ce qui est triste avec les fémènes, c'est ce qu'elles disent de notre société. En fait, ce qu'elles disent, c'est que si une femme ne montre pas ses seins, elle n'est pas prise en photo et elle n'intéresse personne. C'est féministe parce que c'est aussi par la pudeur qu'on a maintenu les femmes dans un rôle de discrétion, dans la sphère privée, dans l'ombre d'un homme, le mari, le père quand elles sont jeunes filles. Et au XXe siècle, ce qu'on constate, c'est que tout ce qui fait reculer les normes de la pudeur d'origine religieuse peut être interprété comme quelque chose qui va dans un sens féministe. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Oussekine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Voix d'Elle Rebelle. Merci de nous rejoindre. Alors là, on vient d'entendre une certaine contradiction et toute la contradiction et le problème que posent les fémènes aujourd'hui. Je voulais connaître un peu votre point de vue sur ce nouveau mouvement. Moi, je crois qu'il faut laisser à chacun et à chacune surtout le choix de son engagement, de l'expression de son engagement. Je crois que le féminisme est multiple, il est divers et bien sûr, il faut veiller à ce que ces actions beaucoup plus visibles, mais qui ont
qui ont le mérite de provoquer le débat dans la société, n'occultent pas, je dirais, le combat plus quotidien et plus laborieux de ces femmes qui, par exemple, dans les entreprises, luttent contre le temps partiel. Et on sait combien la dimension salariale, la dimension à l'égalité professionnelle est une dimension essentielle de l'émancipation et donc de l'égalité. Moi, je suis pour. Vous êtes pour les Femen? Je suis pour parce qu'elles ont inventé quelque chose. Et c'est très rare, les inventrices. Elles ont inventé une nouvelle signification du sein. Nous vivons depuis des siècles sous une représentation binaire du sein, c'est-à-dire érotique ou nourricier. Et on est coincé là. On a oublié, mais pourtant au Sénat, j'ai vu tout à l'heure la reproduction du tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, a le sein nu. Eh bien, c'est un sein politique. Les Femen ont inventé le sein politique. C'est la première fois dans l'histoire, au moins l'histoire récente, ici en Occident, qu'on voit un sein qui a une fonction politique. Parce que l'œil est attiré par le sein et voit tout de suite au-dessous le slogan, à la condition de ne pas être aveugle. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a lu? Dieu est une femme, l'Ukraine en Europe, elles sont aussi contre la prostitution. Alors moi, j'entends très bien leur message et ça me fait très plaisir de leur dire bravo. Mercedes Serra. Vous êtes, vous, la communication, en plus, c'est votre métier. Le concept du sein politique, vous rejoignez ça? Je ne suis pas super à l'aise, mais je ne peux pas être... je ressens exactement ce que vous ressentez, c'est-à-dire les gens ils s'expriment comme ils le peuvent, et s'il y a un moment donné, manifestement, c'est ce qu'ils expriment. Pour moi, ça ressemble un tout petit peu lorsque sur 68, on avait l'impression que ce corps était contrit, qu'il fallait jeter des soutiens-gorge. On avait déjà évoqué cette thématique du sein. Oui, donc il fallait... Je suis étonnée de votre réaction. Voilà, donc il fallait jeter ce soutien-gorge, se débarrasser de tout ça. Donc pourquoi pas, et je comprends leur violence après, dans la logique qui est de qu'est-ce qu'elles veulent exactement et sur quoi exactement se battent-elles. Je ressens une nervosité à l'égard des religions, de l'ensemble des religions. Et du coup, j'ai l'impression que ça brouille un tout petit peu. On les taxe d'ailleurs d'islamophobie. Mais même, regardez, si vous regardez, il n'y a pas que l'islam, il y a également le pape, etc. Donc là, je pense que... Je fais de la provocation. Voilà, donc moi j'ai une théorie très simple, c'est que je respecte, parce que j'ai du mal à pas respecter des gens qui crient dans la rue. Donc ça crie. Après, je trouve que du coup, ce sens, cette provocation-là n'est pas extrêmement claire sur ce que nous voulons. Et je trouve que ça embrouille un peu le sens des choses. Je suis pas sûre. Moi, mon problème, c'est pas le combat ni contre Benoît, ni contre ni d'une logique anti-musulmane. En plus, je trouve que en revanche, je comprends qu'à des moments donnés, quand on sent qu'il y a une pression et qu'on enferme le corps, elles aient envie d'exulter et de dire « mon corps parle en premier ». J'arrive pas à retrouver l'ensemble de nos combats là-dedans, même si je respecte beaucoup toutes ces blondes qui sont toutes belles. Il y a un peu une uniformisation de la Femen, quand même. Elles sont un peu toutes pareilles. Stéréotype C'est également. C'est pas la diversité des femmes non plus. Sarah Hussekin. Moi, je suis plutôt ambivalente. Il y a une partie de moi qui est plutôt admirative, qui suis plutôt contente de voir comme ça des femmes qui manifestent, qui disent oui, mais qui disent quelque part je vous emmerde, et voilà, je l'exprime avec mon corps, et je vous emmerde vous les religieux, les étroits d'esprit, les personnes voilà qui veulent me formater, etc. Alors effectivement, il y a ce côté-là que j'approuve et vraiment je me sens à 100% proche d'elle. Mais il y a une autre partie de moi aussi qui ne peut pas s'empêcher de voir quand même quelque chose d'hyper choquant dans cette façon de revendiquer, de manifester et puis d'insulter aussi. J'ai eu des retours de jeunes femmes féministes, par exemple d'origine tunisienne ou algérienne, marocaine ou même d'origine africaine, qui nous disaient, vous savez, elles ne nous rendent pas service. Elles ne nous rendent pas service parce qu'elles donnent vraiment une image du féminisme qui est, voilà, qui
qui ne donnent pas envie, en tout cas aux sociétés, de les prendre en considération. Ouais. Et voilà, donc voilà, il y a cette ambivalence et je me dis, quelque part, effectivement, elles sont belles, elles sont jeunes, elles sont bien foutues. Peut-être que nous aussi, on devrait y aller avec peut-être... oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de fesses celluliteuses. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi le reflet un petit peu de l'époque, d'une nouvelle génération de femmes? Il y a aussi les blogueuses, il y a des artistes, sorte qui se baptisent féministes postmodernes, qui revendiquent des choses avec des images assez provocatrices. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la jeune génération? Par exemple, Mercedes Serra, je pense, quand vous recrutez aujourd'hui... Moi, la seule chose qui me trouble, et d'ailleurs la chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on avance? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est encore une fois... Déjà, ils sont tous nerveux quand on dit qu'on est féministe, parce que c'est le cas. Et moi, j'ai pas que le souvenir d'hommes nerveux, de femmes nerveuses, comme si vraiment on disait... Le documentaire l'explique bien, c'est l'histoire d'un mot qui a eu une histoire négative en soi à l'origine et qui le porte encore. Alors que ce combat est un combat si essentiel à l'humanité. Donc j'ai un petit peu de trouble sur est-ce que on se rend bien compte, parce que quand je parle de ça, et j'ai été présidente de beaucoup de lieux où j'ai essayé de faire avancer la problématique de l'égalité homme-femme, et lorsqu'on parle de ça, on est souvent réduit comme si c'était un des derniers sujets, un truc, bon, vous allez quand même, ça va quoi, tout va bien. Ben non, tout va pas bien, tout va pas bien dans le monde, et que on ne prenne pas le sujet plus au sérieux m'inquiète. Donc, quand vous me dites, la jeune génération, je ne sais pas, d'abord, je ne pense pas que la jeune génération, il y a une partie de la jeune génération qui peut comprendre les femmes, une autre génération qui, en effet, se met à communiquer, ça c'est formidable dans les réseaux sociaux. Cependant, est-ce qu'on a tous conscience de là où on est? Je ne suis pas sûre que la jeune génération aujourd'hui, elle est plus solide que nous-mêmes face à la problématique actuelle. Mais là, d'ailleurs, les deux jeunes blogueuses qu'on vient d'entendre, elles le disent. Alors, en gros, si on ne montre pas ses seins, voilà, le corps redevient un objet quelque part aussi. C'est en ça, peut-être qu'on n'avance pas. Moi, je veux reprendre ce que vous venez de dire. Oui, ça n'avance pas. On a un arsenal législatif quand même assez complet, récent et assez complet, ça n'avance pas. Ce qui veut dire qu'il faut se dire qu'il va y avoir confrontation dans la société sur l'exigence de reconnaissance de l'égalité homme-femme, que cette confrontation peut être violente, pas violente au sens où on va se taper dessus, mais violente où on va s'affronter sur le fond des idées et que cela peut se faire dans un respect total, mais je crois qu'il faut passer la vitesse supérieure. Il faut maintenant exiger des concrétisations et des actes. Ça ne se passera pas dans l'entre-soi, dans un salon bien douillet. Je crois que c'est vraiment il faut prendre pied pleinement dans la société, interpeller, et ça se fera avec les femmes et ça se fera avec les hommes. Donc il faut être particulièrement interpellant vis-à-vis des hommes. C'est pour ça que je trouve que Zéro Macho, c'est une belle initiative. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ce n'est que mon inquiétude numéro un, en fait, c'est l'évolution de ce qu'il y a dans la tête des femmes. Mon inquiétude numéro un, ce sont les stéréotypes. Et mon inquiétude numéro un, c'est quand j'entends une gamine qui a réussi toutes ses études, qui est première de la classe partout, et qui me dit « je suis pas sûre que je vais arriver à porter en même temps mes deux vies, publiques et privées. Je suis pas sûre que je vais y arriver. » Et là, je me dis « mais moi, j'avais oublié ça. Petite, je ne pensais pas que j'allais pas être capable de faire des enfants parce que je travaillais. » Et je trouve que ces thèmes qui reviennent, et je vous promets que je rencontre beaucoup de jeunes, et à chaque fois, j'ai le cœur qui chavire en me disant, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Si elle me raconte ça, comment on va y arriver? Parce que je pense, malgré tout, on parle beaucoup des hommes, mais moi, je pense que le combat, il est féminin. Bien sûr, il faut embarquer des hommes. Il faut embarquer le plus possible de gens. Si je peux me permettre, Mercedes Serra, je sais, et vous le dites d'ailleurs, que vous avez un mari qui a choisi de rester à la maison, c'est ça qui s'est... C'est moi qui ai choisi mon mari. Oui. Donc, c'est un bon slogan de l'éducation. Je crois. Je ne pense pas que quand vous avez quelqu'un qui ne va pas, c'est celui qui est à côté qui peut travailler pour lui. Je pense que nous, les femmes, on doit avoir un rôle clé.
Et c'est ce que j'explique aux filles qui sont autour de moi. On choisit l'homme avec qui on vit, on accepte certaines choses ou on ne les accepte pas. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est leur état à elles. Parce que si elles sont fragiles, ça va être très très dur d'embarquer les hommes. Et c'est elles dont viendra le mouvement. Et là, j'ai un petit peu plus de doute. Oui, en fait, j'écoute ce qui est dit et je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais les mentalités ne vont pas changer via des revendications, des banderoles, etc., des manifestations. Bon, c'est nécessaire, c'est indispensable, parce que moi, je me souviens, j'ai commencé à être féministe grâce, je dis grâce, parce que pour moi, ça a été vraiment... ça a déterminant. Oui, déterminant, puis ça m'a beaucoup aidé aussi à me construire en tant que femme. Ça a été la manifestation des femmes algériennes en 89. Ça, pour moi, alors donc je me dis, si ça a eu un effet sur toi, ça va avoir un effet probablement sur d'autres. Mais en même temps, évidemment que les mentalités ne peuvent pas changer via des revendications, via des campagnes publicitaires, etc. Moi, je suis une travailleuse de terrain. Hein. Je suis dans une association où on accueille au quotidien des jeunes filles et des femmes victimes de violences, qu'on accueille, qu'on écoute et qu'on accompagne. Je ne parle même pas de féminisme, parce que si je leur parle de féminisme, franchement, ça leur passe au-dessus de la tête. Elles ont des problèmes beaucoup plus importants, beaucoup plus concrets à régler. Et donc voilà, et on est là-dedans, et nous, en tout cas, ce qu'on a trouvé comme solution pour vraiment les aider, les accompagner dans leur chemin d'émancipation, c'est vraiment un travail sur elles-mêmes. Hein. C'est vraiment un travail de thérapie individuelle et collective. C'est arriver à identifier ensemble tous les freins qui nous empêchent d'être des personnes à part entière et épanouies dans notre existence. Ça passe d'abord et avant tout par là. Parce que, et je remarque aussi que la plupart des femmes victimes de violences sont des femmes qui sont victimes de pervers manipulateurs. Hein, narcissiques, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un terme à la mode. Vous êtes en train de dire en fait que l'histoire personnelle des femmes est déterminante dans leur cheminement personnel et dans la façon dont elles vont justement prendre leur place à un moment donné. Je reviens vers vous, Mercedes Serra, parce que j'ai lu, vous disiez, moi, ma mère ne travaillait pas, je l'ai vue qui n'était pas forcément heureuse à la maison, et je me suis dit, moi, j'ai envie de travailler. Est-ce que vous pensez que dans une génération où les femmes travaillent davantage aujourd'hui, ça ne peut pas, sur certaines générations, créer l'effet inverse? C'est-à-dire d'avoir vu des mères qui travaillaient beaucoup et qui donc peuvent produire sur des jeunes filles des frustrations. C'est une question, moi, parce que comme on peut se construire à contre de quelque chose. Mais je ne pense pas du tout ça. Je pense que c'est le discours qui est porteur, qui va... et je respecte énormément le travail de thérapie une par une, mais il y a un moment donné, il va falloir faire feu de tout bois. Et feu de tout bois, c'est ça, mais c'est aussi... Autant à un niveau individuel que collectif. Absolument, mais collectivement, on peut faire bouger les images. Quand vous dites par la publicité, est-ce que vous regardez qu'il n'y a pas une seule... Moi, je ferai des campagnes sur les femmes, mais constamment, hein, venant de l'État, venant du public, venant aidant les associations à expliquer tout ça, parce qu'on a besoin de le parler. Personne ne parle ça. Hein, on laisse la parole aux annonceurs, mais on ne parle pas de tout ça. Et je pense qu'on va avoir du mal à faire bouger ces choses. Donc, pour revenir à votre question qui est importante, je pense que, par exemple, en France, où on a mal parlé le travail, en même temps, le travail n'a pas été très joliment parlé. En même temps qu'on a expliqué que c'était pas bien, pas fondamental. On a mis dans la tête des femmes qu'elles avaient sacrifié quelque chose. La vérité, c'est qu'il faut raconter la vérité aux femmes. Quand elles se retrouvent à 45 ans, qu'elles pensent qu'elles ont sacrifié, soi-disant, quelque chose, en fait, elles n'ont pas eu la même carrière que les hommes. Elles se retrouvent la plupart du temps en charge des enfants. Elles se retrouvent avec beaucoup de moyens et on dit « Ah, c'est très embêtant d'avoir travaillé ». C'est pas vrai. Il faut raconter la vérité. La vérité, c'est qu'on est toujours préservé par son indépendance. On est toujours préservé par son indépendance. Et il faut redire des vérités aux gens. Moi, quand les jeunes filles arrivent dans l'agence, je leur raconte à quel âge elles divorcent. Je leur raconte qu'est-ce qui se passe après. Parce qu'on est naïf, on arrive et on dit « Ah non, mais moi, ma vie privée, ma vie professionnelle, mais oui ». Et en plus, on ne se rend pas compte que des gens parlent à votre place,
de ce qu'il faut à votre bébé, du temps qu'il faut lui consacrer, de l'allaitement qu'il faut lui faire, etc. On n'en a jamais entendu autant parler. Et tout ça, ça met une pression sur les femmes qui est inadmissible. Une culpabilisation. Une culpabilisation. Un dernier mot. Oui, c'est simplement pour dire que ça rejoint complètement ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que les femmes, d'ailleurs pas que les femmes, puissent être autonomes au niveau de leur pensée, voilà, qu'elles se débarrassent un petit peu de toutes les pressions qu'elles reçoivent, autant dans la famille que dans la société française ou dans le monde, et qu'elles puissent arriver à se centrer sur ce qui est véritablement indispensable, important, essentiel pour elles. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, parce que je pense que c'est un combat qui est à multiples facettes. Donc, c'est à la fois contribuer à déconstruire des stéréotypes dès le plus jeune âge. Et moi, je me dis même que l'école, c'est déjà très tard, puisque nous-mêmes, à notre corps défendant, nous sommes porteurs, nous les femmes, de stéréotypes. Mais c'est évidemment le besoin de mettre en situation des femmes à tous les niveaux, en politique, faire en sorte qu'elles accèdent à toutes les familles de métiers, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et je prendrai le cas désespérant de la culture. Je viens de faire un rapport sur la place des femmes dans la culture, où on a montré qu'on aurait pu penser que ce secteur était épargné. Et ce n'est absolument pas le cas. Voilà. 3% qui sont chefs d'orchestre. Donc voilà. Chef d'orchestre, c'est génial votre exemple, parce que toutes les chefs d'orchestre racontent qu'elles ne peuvent pas avoir un orchestre, que la seule façon qu'elles ont de faire, c'est de monter leur propre orchestre. Sinon, personne ne leur donne un orchestre. Alors, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais qu'on réécoute Najat Vallaud-Belkacem, qui, elle, semble avoir très bien compris qu'aujourd'hui, l'application de la loi pouvait nous amener à la réelle égalité. On l'écoute. On arrive à une troisième génération où l'idée, au fond, c'est précisément de s'attaquer à la racine des inégalités. C'est-à-dire que, puisque tout est dans le droit, il n'y a plus de discrimination dans la loi et il y a les droits spécifiques pour les femmes dans les droits, et bien maintenant, on agit sur les racines, on agit sur les mentalités. Donc le combat de troisième génération, pour moi, c'est vraiment celui qui va jouer sur l'éducation, qui va jouer sur les médias, qui va jouer sur la parité. Oui, c'est parfait. Mais sauf que le mot combat pose un problème. Qui sont nos ennemis? Est-ce que nos ennemis ne sont pas en nous-mêmes? Pourquoi est-ce que quand on dit le mot combat, on imagine, en tout cas les antiféministes l'imaginent tout de suite, que c'est les femmes contre les hommes? Mais c'est contre nous-mêmes. Et ce que vous disiez, c'était très juste. Ce travail que vous faites faire, que vous aidez les femmes à faire, c'est ce que disent les féministes depuis le 19e siècle. Hélène Brion disait « femme ose être ». Tout est dans ces trois mots. Qu'est-ce qu'être une femme? C'est pas un homme manqué. C'est pas moins qu'un homme, c'est autre chose. Il faut apprendre à devenir. C'est ce que dit Simone de Beauvoir. On devient femme. Et puis en même temps, on sait que l'humanité est faite d'hommes, de femmes, et les psys aussi en parlent. Ils disent qu'une personne équilibrée est une personne qui reconnaît autant sa part féminine que sa part masculine. Mais n'empêche que c'est important, et je pense que c'est aussi... des êtres humains complets. Non, mais ce que je veux dire, bien sûr, on est des êtres humains complets, avec cette part masculine en nous et cette part féminine en nous. Et je pense qu'effectivement, quand tu auras une reconnaissance du féminin dans la société, il y aura, quand les hommes accepteront d'avoir et du féminin et du masculin en eux, voilà. Les travaux ménagers, c'est là que ça va commencer à changer. Et aussi que les femmes reconnaissent aussi cette part masculine aussi en elles. Et leur propre énergie, que je n'appelle pas violence, et que je n'appelle pas combat. Il ne s'agit pas d'armes, il s'agit d'outils pour transformer le monde, le transformer, même le révolutionner, puisque la fin du documentaire, c'est tout de même que le féminisme, c'est la révolution. On veut renverser les rôles, et donc reparlons de choses concrètes, c'est-à-dire qui fait les travaux ménagers? 80% des femmes font les travaux ménagers, les soins aux enfants et aux personnes dépendantes. Je parle par exemple des vieux parents. Eh bien, dans notre société, là, 16 heures dont vous parliez si justement, 3 heures de plus par jour pour les femmes, c'est autant de moins à militer, par exemple pour changer le monde, pour s'engager dans un parti ou un syndicat. L'égalité passe par là, les travaux ménagers. Mais seulement personne, ça n'amuse personne. On parle toujours de parité en politique parce que là, il s'agit de partager le pouvoir. Mais moi, travaux ménagers et conditions salariales, parce que voilà. lorsque alors, ça, je vais dans venir. un couple, on a un petit salaire,
on fait un choix Mais forcément. oui, Donc voilà. Donc la question de l'égalité salariale. Et après on va aller sur les salaires. Oui, ben justement, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que la différence entre nous, associations de terrain qui travaillent dans les quartiers, les cités auprès des personnes les plus démunies la plupart du temps, on est confronté à des problèmes liés à la précarité, la précarité parce qu'elles ont les femmes ont du mal à accéder à avoir un boulot, à avoir un logement, à accéder aux soins, prendre un rendez-vous avec un gynéco, ça prend des semaines, des mois. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment, on est sur on est dans deux mondes, vous voyez, et c'est pour ça que c'est assez frustrant parce que nous sommes finalement en train d'essayer de survivre, d'exister, hein, et à côté de ça, on entend beaucoup de discours intellectuels sur le féminisme, etc., comment allons-nous répartir des tâches. Moi, ce que je vois dans les quartiers des cités, ce sont des personnes qui essayent simplement d'arriver à comprendre où elles sont et qui elles sont, parce qu'on ne lutte pas simplement contre le sexisme dans les quartiers et les cités défavorisées. Hein, on lutte aussi contre le racisme. On sait bien que le racisme, ce sont des personnes qui se sentent supérieures à d'autres, et ce sentiment de supériorité est fondé sur la race. Sur les dominations Absolument, absolument. Donc on sait très bien que les Blancs, pendant longtemps, se sont sentis supérieurs aux Noirs, aux Arabes, aux Chinois, aux Indiens, bref. Eh bien, le sexisme, c'est pareil. Le sexisme, c'est un sentiment de supériorité qui est fondé sur le sexe. Les hommes se sentent supérieurs aux femmes. Et nous, on doit jouer sur ces deux plans-là. C'est-à-dire que ça se cumule. Et le sexisme, ça se combat non seulement dans les familles, comme vous le dites, mais aussi dans la société française. Vous voyez, c'est au secours. C'est pour ça qu'il faut être unis. Je pense vraiment qu'il faut surtout ne jamais... Dans la problématique aujourd'hui des femmes, quand je dis feu de tout bois, je le crois très fortement. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas opposer. Hein, c'est-à-dire que quand on fait un Women's Forum, il y a plein de gens pour écrire « oui, mais c'est des filles riches ». Ouais, sauf que les filles riches, c'est inquiétant qu'elles n'y arrivent pas. Parce que alors là, si elles-mêmes n'y arrivent pas, c'est quand même très inquiétant. Et que, évidemment, tout ça amène à une précarité encore plus forte pour les femmes qui n'ont pas de moyens, c'est évident. Et que pour que ce soit ça, qui soit le sous-prolétariat, c'est évident aussi. Donc moi, je crois, j'aime beaucoup ce discours qui est un discours de comportement. C'est-à-dire qu'il faut se battre sur tous les plans et il faut rentrer dans les enjeux de partout. Les enjeux de parole dans les médias, les enjeux à l'école. On a du mal, on ne rentre pas dans les familles. Mais dès qu'ils sont à l'école, on n'a pas à leur fournir des images comme on est en train de leur fournir. On va y venir à l'école. On n'a pas à faire ce genre de choses. Je voudrais juste un mot sur les salaires. Je vais jouer ma Candide, mais comment se fait-il, donc on a les textes, voilà, comment se fait-il qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'égalité de salaire homme-femme? Vous expliquer. J'aimerais bien. Expliquez-moi. C'est très simple. Et c'est pour ça que vous avez tellement raison. L'enjeu numéro un, ce sont les femmes. L'enjeu numéro un, c'est ce qu'elles ont dans la tête. Si lorsqu'elles arrivent et qu'elles ont des diplômes, elles ne discutent pas leur salaire, c'est quand même formidable pour un employeur. Ils vont quand même pas leur dire, écoutez, si on faisait un petit point maintenant pour augmenter votre salaire, il faut quand même pas exagérer. Eh bien, on voit que des jeunes femmes qui ont des études brillantes, face à des hommes qui ont les mêmes études, les hommes vont négocier dès le premier emploi le salaire, ce que ne vont pas faire les femmes. Et pourquoi on est comme ça? Je me le demande. On est comme ça parce qu'on a hérité de tout ça. Parce qu'en gros, c'est une chance d'avoir un travail. Voilà. C'est ça, Florence Moreno, c'est une chance. Je peux vous dire une chose, moi qui n'ai pas l'air quand même d'être en position difficile, et qui n'ai pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes, j'ai longtemps été moins payée que les hommes. Et j'ai mis longtemps à comprendre, parce que même si je pensais que tout était possible pour moi... C'est-à-dire vous n'avez pas négocié non plus? Mais surtout, je pensais que j'étais une naïve de Total. Je pensais que quand on méritait, on l'avait. Super idée de fille. Et deuxième idée, je n'ai jamais été vérifiée. Je n'ai pas vérifié les salaires des garçons par rapport à moi. Je me suis aperçue de ça 8 ans, 9 ans après avoir bossé. C'est des choses qui sont extrêmement incroyables. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut demander. Il faut qu'il y ait des femmes dans les conseils d'administration. Oui, mais il faut qu'elles arrivent à y accéder. Et oui, c'est bien pour ça que le quota n'est pas la panacée, mais c'est déjà une première possibilité d'entrée. C'est déjà un autre sujet auquel j'adhère aussi fortement. Mais déjà, il faut expliquer aux filles qu'il faut se battre.
Il faut arrêter de dire aux petites filles dans les classes, mais vous êtes mignonnes, tellement vous ne dites rien et tout, c'est adorable. 6e à la 3e. Elles sont tellement mignonnes, ces petites filles qui sont si sages. Stop. Elles ne sont pas mignonnes à être si sages. Il va falloir qu'elles arrêtent d'être si sages. Il faut lutter, je crois, contre l'hypersexualisation des petites filles. C'est un véritable problème. Regardez l'habillement. Ce qui est abordé dans le projet de loi. Hein, c'est catastrophique. Des petites filles portent des talons hauts, des bas. Donc il y a déjà une représentation qui leur est imposée. Et ce n'est pas de leur fait. C'est bien nous, les parents, qui inculquons. Oui, mais c'est aussi une société qui est malade. Hein. C'est une société qui est malade. C'est une société de consommation à outrance qui saisit toutes les occasions pour se faire du pognon. Oui, c'est ça aussi qui est dramatique. Mais attendez, c'est une société de malades, de pervers. Non, mais pensez pas que les gens soient aussi malades que ça. Alors, les gens ils sont des gamines et les transformer en petites mannequins. Mais tout dépend d'où et de quoi, parce que plus d'ailleurs on est pauvre et plus on les transforme en mannequins, ce qui est angoissant. Mais vous, par exemple, Mercedes Serra, votre métier c'est la publicité. Les femmes sont beaucoup utilisées, les enfants aussi. Vous êtes féministe. Quelle est votre position? Parce que quand vous avez des clients qui réclament ça, c'est clair là-dessus. Vous savez, moi j'ai pas beaucoup de problèmes avec la communication, parce que je fais partie de tous les comités sur lesquels on surveille, et la communication, parce que c'est très facile d'attaquer la pub, c'est ce que les Français savent faire le mieux. Même les politiques ne comprennent pas très bien qu'en libéralisme, soit vous êtes une société communiste, soit libérale, mais quand vous êtes libéral, il y a de la publicité. Sinon, vous ne vendez pas vos produits. Et comme on a besoin de vendre certains produits, parce que sinon, il n'y a pas de métier, de développement, etc., on vend. Donc ça, il faut être clair. Maintenant, par rapport à ça, c'est un métier qui est très surveillé. Donc, et on a de la chance parce qu'on peut le surveiller. Donc oui, vous avez quelques manquements. Vous avez toujours quelques manquements. Mais vous en avez, quand on a comparé dans les rapports que l'on faisait médias et publicité, les manquements en médias sont bien plus lourds que les manquements en publicité. Et la deuxième chose, c'est que la publicité, il faut savoir l'utiliser dans tous les sens. Moi, je demande au gouvernement de l'utiliser pour apporter, c'est au gouvernement, c'est aux associations qu'il faut soutenir absolument. Moi, je suis pour qu'on soutienne toutes ces associations de terrain. Ces associations... Qu'on nous soutient, voilà, exactement, qu'on soutient de moins en moins. Mais je sais, c'est pour ça que j'en parle. Et j'ai une petite idée, mais il faut donner des moyens. Mais il faut aussi communiquer. Il ne faut pas laisser la parole qu'aux autres, il faut la prendre soi. Vous voyez, on peut faire des choses incroyables vis-à-vis des petites filles. Ne serait-ce que de leur expliquer que c'est possible de faire des métiers qu'elles croient impossibles. Parce que dès qu'on leur donne un modèle féminin, elles comprennent que c'est possible. Donc on a plein de choses à faire, y compris pour apprendre aux petites filles la négociation. Ça commence aussi peut-être par les manuels scolaires. Et je me tourne vers vous, Brigitte Gontier-Moi, parce que vous avez participé et mené des études là-dessus. Et c'est effarant de voir comme un certain sexisme est appliqué dès l'école, dès le plus jeune âge, dans les manuels scolaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Le rapport n'est pas rendu, nous le démarrons seulement, ça sera le thème de travail de la délégation aux droits des femmes, que l'on conduit d'ailleurs dans la poursuite Femmes et Culture et avant Femmes et Travail. Et évidemment, nous sommes appuyés sur ce qu'a fait le centre Aubertine-Auclair, qui étudie des manuels sur une année. Et ce que nous avons découvert est effroyable, au moins que j'ai vu Marie Curie présentée comme une collaboratrice. Enfin, c'est absolument scandaleux. Donc, nous avons décidé de nous attaquer à cela, parce que je crois qu'il y a une part de révélation, il y a une part d'alerte et il y a une part d'exigence. C'est très important que les petites filles aient des modèles. C'est très important aussi que les femmes apprennent à se faire respecter. Il y en a assez de ce monde soi-disant de galanterie, de ce pays reconnu pour sa galanterie à l'étranger, où la réalité, ce sont les insultes quotidiennes, en particulier dans le monde politique. Pas que politique. Hein. En particulier, parce que c'est aujourd'hui, le 8 mars et autour, on va enfin parler des femmes, mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est qu'on ne cesse de nous renvoyer à nos casseroles. Et ce sont des hommes politiques qui le disent. Et les chaînes de garde épinglent le macho de l'année, qui, une fois de plus, parle de ça. On se croirait au 19e siècle.
On entend encore ça aujourd'hui. La parité, c'est une connerie, disent-ils. Il vaudrait mieux qu'elles retournent faire leur confiture. Mais on dit ça en 2013. C'était l'année dernière. On arrive bientôt à la fin du débat. J'ai une question. Est-ce que cette fameuse théorie du genre, qui est très, voire trop politisée et récupérée, ne peut pas justement aider l'État, et dans l'application politique, à aider les petites filles et petits garçons à devenir ce qu'ils sont et à prendre une place indépendamment de leur sexe? Alors, si les mots ont un sens, il faut parler d'égalité. Et de façon de fabriquer des filles, complètement filles, nunuches, en rose, etc., ou des garçons prétendument batailleurs, énergiques. Il y a des êtres humains différents, il y a des êtres humains sensibles et d'autres plus énergiques. Chacun est différent. Parlons d'égalité. Et de respect, de la personnalité, humain, de la considération positive. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on entende en ce 8 mars. Ça devrait être la journée de l'égalité et tous les jours, c'est le 8 mars. Bon. Un dernier mot, donc on l'a compris, ce qui est le plus compliqué dans toute cette histoire, c'est faire bouger les mentalités, faire évoluer. Comment au quotidien, pour les personnes qui nous regardent, on peut, chacun, femme, homme, faire un petit peu évoluer les choses? Écoutez, moi j'ai mon engagement au sein de la délégation aux droits des femmes. Par exemple, je vais vous citer un exemple qui témoigne de l'invisibilité de la non-reconnaissance des femmes. Nous avons décidé à l'occasion de la première journée de célébration de la résistance, qui, vous savez, découle d'une loi, donc le 27 mai prochain, de mettre les femmes à l'honneur. C'est-à-dire que nous allons célébrer au Sénat, sous la présidence de Jean-Pierre Bel, les femmes résistantes qui sont devenues sénatrices et sénateurs. Et on s'apercevra que, moins que les hommes, elles sont restées longtemps parlementaires. Voilà. Tout un symbole qui n'avait jamais été saisi et qui, une fois de plus, montre qu'il faut vraiment faire de tout bois, feu de tout bois, et que chaque situation doit être saisie pour mettre en avant cette exigence d'égalité homme-femme. Sarah Osekine. Alors moi, pour moi, l'action, le changement des mentalités, ça passe par encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ma conviction, ça passe par un travail sur soi. Un travail sur soi, sur un plan individuel ou collectivement. Et ça peut paraître comme ça, pas très important, mais pour moi c'est hyper important et ça passe par là. Parce que vous parliez tout à l'heure, vous disiez oui, effectivement, il y a des femmes qui sont riches et qui rencontrent des problèmes, etc. Mais ces femmes riches, elles peuvent se payer un psy, elles peuvent se payer des groupes de parole, etc. Alors que dans les quartiers, alors qu'elles ont tellement besoin de parler, qu'elles ont tellement besoin de comprendre ce qui est en train de se passer dans leur existence, qui ont tellement besoin de comprendre et d'identifier toutes les pressions qu'elles reçoivent de leur famille, de la société, de toute cette société de consommation qui leur pourrit l'existence. Elles ont besoin de comprendre et ça ne peut se faire qu'en se posant et qu'en échangeant avec d'autres personnes. En fait, c'est une façon de se réconcilier aussi avec son humanité, l'humanité, parce que j'ai l'impression que on vit dans une société qui ne respecte pas le rythme naturel des personnes et ce qu'elles sont et ce dont elles ont besoin pour s'épanouir et pour s'émanciper. Peut-être les échanges aussi au sein des différences des femmes. Il y a une segmentation aussi. Là, vous parlez des quartiers difficiles. Tout à l'heure, vous parliez des femmes plus riches qui n'ont pas accès. L'échange entre ces femmes. Moi, c'est quand même combat féministe. Mais oui, être ensemble. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous qui sommes là. Moi, je m'occupe du musée de l'immigration. J'y passe beaucoup de temps dans ma vie. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas opposer. Il nous faut faire monter toutes les femmes. Voilà. Des femmes les plus pauvres qui rament aujourd'hui, qui sont coupées de tout, qui ont besoin de ce type de travail-là, aux femmes les plus aisées qui aujourd'hui, dont on a besoin à des postes. Excusez-moi, juste un petit truc par rapport à l'opposition, mais c'est justement ça aussi qui nous a fait énormément souffrir. C'est la stigmatisation dont on a énormément souffert. C'est-à-dire que quand on parle de nous, femmes, de quartier, etc., c'est à chaque fois pour parler d'excision, de mariage forcé, vous voyez, des sujets comme ça croustillants qui font le régal aussi des médias. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je parle de société de consommation, parce qu'en fait, tout est prétexte à se faire du pognon, même les problèmes sociaux, même des problèmes dramatiques. Bien. Donc, conclusion, battez-vous. Et puis aussi rêver pour les jeunes femmes pour qui c'est encore plus difficile, parce que c'est possible, tout est possible. C'est les femmes qui doivent prendre tous les éléments en main pour bouger. Et il y a 50 milliards de choses à faire. Il faut qu'on en fasse tout un petit peu. Voilà. Et on va conclure
Oui, juste pour dire que plus les femmes auront confiance en elles, plus elles auront de l'estime sur elles-mêmes, pour elles-mêmes, et plus la société va changer. Je crois que les femmes ne se rendent pas compte de l'importance qu'elles ont dans cette société. On a toujours tendance à minimiser leur rôle, alors qu'elles sont vraiment le pilier. Voilà, absolument. Elles sont le fondement, elles sont vraiment les piliers de cette société. Alors, ayez confiance en vous et osez. Merci à toutes d'être venues sur ce plateau. Merci à vous d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, vous retrouvez Benoît Duquesne et un débat sur les pesticides. À bientôt sur Public Sénat.